Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Au sommaire, ce dimanche, les 28 renforcent le statut spécial du Royaume-Uni. Un chantage au Brexit du Premier ministre britannique David Cameron pour de nombreux Européens. Qui pourra désormais refuser à un pays de bénéficier du même traitement ? Le Brexit n'est-il pas d'ailleurs l'occasion de remettre à plat le projet européen ? Qu'ont encore envie de faire ensemble les Européens ? Les Britanniques répondront par référendum dans 4 mois. 16 présidentielles en 2016 en Afrique, 2 d'entre elles cette semaine en Ouganda jeudi et en ce moment même au Niger où le sortant Mahamadou Issoufou n'est pas à l'abri de l'alternance. Alors quels enjeux dans ce pays sahélien le moins développé au monde selon l'ONU ? Et puis mardi, en République démocratique du Congo, grève générale contre un possible 3e mandat de Joseph Kabila. Les Congolais iront-ils aux urnes en fin d'année ? Voici les tout nouveaux casques bleus de la culture, riposte de l'Italie et de l'UNESCO après l'attaque l'an dernier du site antique de Palmyre par le groupe État islamique. Un nettoyage culturel est-il en cours au Proche-Orient, berceau de l'humanité ? Comment protéger des sites millénaires en zone de guerre ? La culture est-elle une arme de construction massive ? Et d'ailleurs, à quoi ça sert la culture ? Mais d'abord, avant de parler de tout cela, voici nos kiosqueurs. Béatrice Delvaux, éditorialiste en chef au Soir, quotidien généraliste belge. Vous êtes entrée en 84, d'abord journaliste, puis chef du service économique et rédactrice en chef. Philippe Turle, journaliste à la rédaction anglophone de RFI, Radio France Internationale, correspondant à Paris pour plusieurs médias britanniques. Vous enseignez également le journalisme bilingue à la Sorbonne. Sidi Kaba, rédacteur en chef du site d'information et d'investigation Monde Afrique, auparavant rédacteur en chef de Aske, le premier journal indépendant du Niger, puis pendant une dizaine d'années, chef du bureau parisien de l'agence de presse panafricaine Panapresse. Et enfin, Brice Couturier, coproducteur et éditorialiste pour les matins de France Culture. Votre parcours vous a emmené dans différentes rédactions françaises, Radio Nova, Lui, L'événement du jeudi, Marianne ou Le Monde des débats, entre autres. Merci à vous 4 d'être ici en plateau en ce dimanche pour commenter et décrypter l'actualité de la semaine. Il y avait 2 sujets au programme du Conseil européen jeudi et vendredi, la crise migratoire et le Brexit. Les 28 dirigeants européens ont finalement peu parlé de ceux qui veulent entrer dans l'Union européenne au profit de ceux qui menacent d'en sortir. Le Premier ministre britannique David Cameron a obtenu un statut spécial renforcé pour le Royaume-Uni, un statut censé convaincre ses concitoyens de rester dans l'Union européenne. La Grande-Bretagne restera bien en dehors d'une Europe toujours plus compacte. Elle ne fera jamais partie d'un super-État européen. Il y aura de nouvelles mesures pour restreindre l'accès à notre système social aux migrants. Je crois que c'est suffisant pour proposer qu'on reste dans l'Union avec le meilleur des 2 mondes. Au chapitre. Je n'aime pas Bruxelles, j'aime la Grande-Bretagne. Et mon travail de Premier ministre est de faire tout mon possible pour protéger ses intérêts. Je viens d'apprendre il y a 10 minutes qu'un accord à Bruxelles vient d'être trouvé. On peut peut-être décerner à David un Oscar. Parce qu'avec ses talents d'acteur, il nous a dit « Je me bats toute la nuit jusqu'au matin ». Un accord, mais quel accord ? Il ne résout absolument pas le problème que notre Parlement britannique n'a pas le droit de revenir sur de mauvaises lois du Parlement européen. L'accord de David ne vaut même pas le papier sur lequel il est écrit. Alors, l'accord anti-Brexit trouvé à Bruxelles n'enterre pas pour autant la possibilité d'un Brexit. David Cameron a annoncé la date du référendum sur le maintien ou non du Royaume-Uni dans l'Union européenne. C'était une promesse de campagne. Les Britanniques se prononceront le 23 juin. Donc la campagne a démarré. Mais d'abord, la question qu'on se pose, c'est cet accord, est-ce qu'il a été aussi mal reçu par les Britanniques que par Nigel Farage, le chef du UKIP qu'on vient d'entendre ? Bon, ça dépend évidemment de quel côté vous êtes. Si vous êtes pro-européen, c'est plutôt une bonne nouvelle cet accord parce que David Cameron a réussi à obtenir presque tout ce qu'il a demandé, à quelques nuances près. Si vous êtes de l'autre côté, vous êtes contre l'Union européenne, n'importe quel accord n'aura pas été assez bon. Donc, la réaction de Nigel Farage qu'on vient de voir, ça ne m'étonne absolument pas. La grosse question maintenant, c'est pas vraiment Nigel Farage, c'est pas vraiment David Cameron qui est important. Le plus gros reste à venir. Et donc, nous sommes dans une situation où il y a une quarantaine de % de personnes en Grande-Bretagne qui sont
contre le maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Vous avez une trentaine de personnes qui sont pour. Et entre les deux, vous avez 30% de personnes qui ne savent pas, qui n'ont pas encore pris leur décision, qui lisent la presse, soit la presse de droite qui est complètement déchaînée contre l'Union européenne. Il y a 2 journaux, le Daily Mail et le Daily Express, qui titrent à la une tous les jours depuis des mois contre l'Union européenne. Et donc, quoi que le gouvernement fasse, c'est jamais assez bon. Vous avez une autre presse un peu de qualité qui, eux, sont plutôt pour qu'on reste dans l'Union européenne. Et entre les deux, vous avez ces gens qui ne savent pas, c'est eux qui vont décider. Donc on verra bien le 23 juin de quel côté ça tombe. Alors pour revenir à cet accord, est-ce que c'est un bon accord ou est-ce qu'il est un peu maigre? La presse britannique était assez sceptique malgré tout sur le contenu. On sait que les Belges ont une position très précise et très claire dans les négociations. Au départ, on ne savait pas s'ils avaient en fait une position très précise et très claire. Il y avait une vraie question belge à la limite pour nous à l'intérieur de ceci, c'est-à-dire que nous sommes avec un gouvernement fédéral qui comprend un parti le plus important de Belgique qui s'appelle la NVA, qui fait partie du groupe de Cameron des eurosceptiques au Parlement européen. Mais on a par ailleurs le Premier ministre, qui est un parti libéral, et les autres partis autour dans cette coalition, qui eux sont traditionnellement des pro-européens et qui font partie de ceux qui de tout temps ont œuvré à ce qu'on conserve l'Europe et le projet européen intact. Donc il y avait un peu un moment de vérité pour notre Premier ministre, Charles Michel, qui a décidé finalement de choisir l'Europe quelque part contre la NVA, ce qui est quelque part une première dans la manière dont il gère le fait d'être Premier ministre depuis le début de ce gouvernement. Et donc il a joué un rôle qu'il a revendiqué, mais qui était très important sur 2 points. C'est-à-dire qu'il tenait expressément à ce qu'on ne puisse pas déduire du fait que le Ever Closer Union, qui était l'objectif, c'est-à-dire qu'on aille vers d'une union de plus en plus étroite, ne puisse pas être interprété comme une union politique. Donc ici, c'est juste les Britanniques qui peuvent dire que ce n'est pas équivalent à une union politique, mais les autres qui voudraient s'en prévaloir pourraient le conserver. Ça, c'est très important. Et de l'autre côté, ce que les Belges c'est pourquoi ils se sont beaucoup battus, c'est que si jamais il y avait un non au référendum, que les textes qui ont été écrits sur mesure, quasiment sur le corps des Britanniques, ne puissent pas être utilisés pour d'autres, soient mis à la poubelle. Alors ça, c'est un vœu qui est acté. On a évidemment des doutes parce que le grand risque, moi je crois qu'il y a un grand plus à cet accord, c'est que on a conforté un statut spécial, on n'a pas imposé statut spécial comme une règle à l'ensemble du projet européen. Il y a une très bonne chose qui sort de ceci, de ce qui était un mal au départ, c'est que l'Europe à 2 vitesses peut voir le jour pour ceux qui voudraient aller plus loin. De l'autre côté, on a ouvert la porte à un possible précédent et qu'on a déjà vu d'ailleurs le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, qui a dit à son Parlement pour essayer de les convaincre, vous savez, ce texte-là, cette histoire britannique, ça pourrait nous servir à nous le cas échéant. Et ça... Alors c'est vraiment la question qu'on se pose, c'est est-ce que justement aujourd'hui, la boîte de Pandore, comme vous le disiez, a été ouverte? Est-ce que désormais c'est l'Europe à la carte, Brice? Écoutez, d'abord, je pense que c'est un accord qui ne comporte pas grand-chose en réalité. Les Britanniques n'ont pas obtenu grand-chose. Ils ont obtenu en fait que les avantages sociaux qui sont accordés aux Britanniques ne soient pas accordés systématiquement aux autres membres de l'Union européenne qui viennent en Grande-Bretagne. Par exemple, les allocations familiales, le droit au logement est retardé de 5 ans. Mais c'est des droits progressifs qui vont s'accumuler. Donc finalement, c'est pas grand-chose. Et effectivement, il y a ce que vous disiez, le symbolique, c'est-à-dire l'union toujours plus étroite. C'est plus d'actualité. Mais il faut voir que ce que les Britanniques réclamaient était bien plus important que cela. En fait, ils voulaient un droit de regard sur le réglage, le fine-tuning, je dirais, de l'euro. Ils n'en font pas partie. Les Français et les autres leur ont dit « vous n'en faites pas partie, vous n'avez rien à dire ». Donc les Anglais sont en train de réaliser une chose, enfin les Britanniques, pardon, sont en train de réaliser une chose. C'est qu'on ne peut pas essayer d'avoir du poids politique au sein de l'Union si on n'en fait pas partie. Et c'est vraiment le choix devant lequel ils sont placés. S'ils veulent continuer, s'ils veulent le statut qui est celui aujourd'hui des Suisses ou des Norvégiens, ils auront les mêmes contraintes que s'ils étaient membres de l'Union européenne. Toutes les réglementations s'appliqueront. Le marché unique, s'ils veulent en faire partie, devront respecter absolument tout, sauf qu'ils n'auront plus leur mot à dire. Donc c'est un marché... On a quand même plus l'impression, pardonnez-moi, mais on a quand même plus l'impression que les Européens... Enfin, les Européens ont l'air de plus craindre le Brexit que les Britanniques. Absolument, absolument. Moi, je pense qu'on est dans une situation où on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi, j'ai tendance à voir que les Britanniques ont obtenu beaucoup de concessions qui ouvrent la voie à une sorte de Brexit. Non seulement il y a cette dérogation qui leur est faite, parce que ça ne se fait pas ailleurs, sur les droits des Européens, de nouveaux Européens qui viennent s'installer chez eux, ça ne se fait pas ailleurs. La deuxième chose, l'obligation de ne pas être associé à plus d'intégration politique, à mon avis, est importante. Puisque un des enjeux aujourd'hui pour l'Union européenne, c'est d'aller vers plus d'intégration politique. On a vu à l'occasion de la crise des migrants que parce que l'Europe n'a pas de politique migratoire commune, chacun fait son jeu. Parce que l'Europe n'a pas
de politique de défense commune, chacun fait son jeu. Donc si on veut aller vers plus d'intégration politique, or les Britanniques disent aujourd'hui on peut faire plus d'intégration politique. Moi, je crois qu'on Politique a sans donne. Et une dernière chose, même sur l'euro, les Britanniques ne sont pas membres de l'euro, mais l'accord tel qu'il est fait leur donne le droit d'avoir un avis sur l'euro qui ne les concerne pas. Suspensif. Suspensif, oui. Oui, de toute façon, ils n'en sont pas membres. Mais ils ont le droit de dire, d'avoir un avis sur l'euro qui ne les concerne pas. Et d'ailleurs, on ne doit pas ignorer qu'il y a eu d'autres concessions pour les Britanniques. Les Britanniques ne sont pas dans Schengen. Le mode de cotisation, sur leurs cotisations et des concessions ont été faites. Donc, de toute façon, les Britanniques ont toujours eu un statut un peu spécial. Et cet accord conforte le statut spécial des Britanniques. Ce qui est vrai concernant l'euro, ce que était la demande britannique, c'est que puisqu'on est dans un endroit, enfin un ensemble de pays où l'euro est majoritaire, il y a certains pays qui n'en font pas partie, dont la Grande-Bretagne, qui a toujours le livre sterling. Et donc, ce que les Britanniques ne voulaient pas, c'est qu'ils soient obligés, par exemple, de contribuer pour les pays en difficulté qui sont dans la zone euro, comme la Grèce, quand on n'en fait pas partie. Ça, c'est acquis. Donc, je pense que ça va quand même pas mal calmer les gens qui disaient, nous, on ne fait pas partie de l'euro, il n'y a pas de raison pour que nous, on met la main à la poche pour aider les gens qui sont en difficulté dans la zone euro. Mais quand même, je repose et une deuxième chose, je voulais juste rebondir sur, est-ce que le verre est moitié plein ou moitié vide? J'ai mis quel est le pire scénario? C'est de rester dedans et d'avoir une Europe à la carte qui, pour moi, n'est pas à l'ordre du jour, ou que les Britanniques s'en vont, et ça ouvre la porte à tous les autres mouvements, à commencer avec le Front National en France, qui disent, voilà, les Britanniques sont partis, voilà, les Britanniques ont fait des demandes, voilà, les Britanniques ont obtenu ça, nous aussi, on va faire la même chose. C'est ma question. Donc, en effet, c'est l'Europe à la carte. Sauf que l'accord tel qu'il est fait n'évite pas le départ des Britanniques. Si demain, le 23 juin, on fait le référendum et que le Britannique décidait de partir, en théorie, les Britanniques peuvent partir. Donc l'accord ne résout pas le problème. Je crois qu'on va voir, évidemment, cet accord-ci, la dimension de dans quel plateau de la balance on va pencher, c'est l'histoire qui va le prouver, le courage, en fait, de certains, à un moment donné, d'oser soit plus l'Europe à la carte, soit d'oser l'Europe à deux vitesses. Et les deux pourraient très très bien se développer en même temps. C'est-à-dire que si on voit qu'il y a de plus en plus de pays qui demandent l'Europe à la carte, il y a des pays comme ceux fondateurs qui sont réunis à Rome, les ministres des Affaires étrangères récemment, qui se disent on est peut-être en train de devoir retricoter un projet à quelques-uns pour ceux qui veulent vraiment s'intégrer, aller plus loin. Est-ce que c'est pas une solution, une Europe concentrique avec une Europe très politique, un noyau dur politique, et puis autour des pays qui sont un peu moins proches du noyau, qui ont un lien économique. Oui. Est-ce que ça vous paraît être une solution? L'Europe idéologique et l'Europe réaliste, et ces deux mondes complètement à part, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent voilà, l'Europe, ça doit être plus d'intégration, plus d'harmonie, plus de législation commune, mais qui ne veut pas? C'est les pays qui ne veulent pas. Donc il y a une panne de construction européenne et qui nous a emmenés dans la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Et le point culminant pour moi, c'est la crise des migrants qui montre tout à fait l'incapacité de l'Europe de gérer cette situation. Et donc voilà la situation à Calais qui est l'exemple suprême de l'incapacité européenne de trouver une solution. Brice. On est dans une situation où il y a une pause dans la construction européenne. Il ne faut pas se faire d'illusions. On n'est pas dans une situation où on peut aller un cran plus loin. On peut consolider les acquis. Et la crise des migrants est effectivement typique, puisque ce qui est en train de se passer, c'est la gestion de la frontière de l'Union européenne par certains pays membres en désaccord total avec l'Union. C'est les pays de Visegrad qui sont en train d'envoyer des policiers pour faire l'écran entre la Grèce d'un côté, la Macédoine et la Bulgarie de l'autre. Donc ça veut dire qu'un certain nombre de pays européens sont en train de prendre des initiatives de leur côté sans consulter personne, parce qu'effectivement l'Union est incapable de faire face à la crise des migrants. Donc de ce point de vue-là, il ne faut pas se faire d'illusions. On ne va pas vers une Europe à la carte, à mon avis. On va vers un blocage de la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Une implosion peut-être en attendant aussi. Ça, c'est très probable. C'est très possible. Heureusement, c'est pas probable. Qui pense ça? Mais c'est très possible. Que l'Union européenne, parce que je pense que tout le monde est d'accord pour dire que l'Union européenne est en crise. On constate que dans un certain nombre de pays, on communautarise les échecs nationaux et on nationalise les succès communautaires, si vous me suivez. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec ça? L'Union européenne est en phase tout le monde pense d'implosion. ça, et je trouve que la chose la plus significative du fait que tout le monde pense ça, c'est que les pères de l'Europe, c'est-à-dire ceux qui sont vivants aujourd'hui, qui ont construit le projet, sont très inquiets que ça arrive et le disent. Donc, nous avons pris une interview de Étienne Davignon, qui a été le collaborateur de M. Spaak à l'époque, qui a vraiment contribué, un des pères fondateurs du projet, et qui nous a donné une interview qui, moi, m'a beaucoup, à la fois, je trouvais ça assez émouvant et très fort, où lui disait, bon, maintenant, arrêtons de nous mentir. À force d'acter une crise ou
d'acter une espèce de paralysie du projet européen, on va arriver au fait qu'il va imploser sans qu'on ait pu au moins plaider la cause de ceux qui pourraient y croire encore. Et donc lui disait, il faudrait demander à certains pays, à chacun, de refaire le serment du jeu de paume. C'est-à-dire que chacun se dise, est-ce que moi j'ai envie d'aller et jusqu'où j'ai envie d'aller? Et objectivement, j'ai l'impression que ce qu'on a vécu maintenant est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on a dit... On s'est tous regardés en disant, ils se sont tous regardés en disant, est-ce que nous on permet aux Britanniques jusqu'où on y va? Il y a quand même des gens qui ont dit, bon, les Britanniques c'est bien, mais à un moment donné, peut-être qu'ils n'ont pas le droit de nous imposer tout ça. Les voix ont clairement dit ça. Je pense que plus qu'avant, certains Européens sont prêts à dire, eh bien tant pis, ils votent, on sait sans eux, c'est sans eux. Et de l'autre côté, de donner aux pays aussi qui veulent aller plus loin la possibilité de le faire, parce que la Ever Closer Union reste possible pour les pays qui le voudraient. Je voulais réagir. Moi, je voudrais juste ajouter une chose. Les Britanniques vont réaliser très vite, ils le réalisent dès aujourd'hui, que s'ils quittent l'Union européenne, c'est le Royaume-Uni lui-même qui va être démantelé. Parce que les Écossais ont déjà dit qu'ils ont perdu leur référendum de pas grand-chose finalement pour l'indépendance, mais si la Grande-Bretagne quittait l'Union européenne, les Écossais et les Irlandais du Nord, et peut-être même les Gallois, auraient tout intérêt, et ils le feront, à quitter la Grande-Bretagne pour rentrer dans l'Union européenne. Mais dites-vous bien que derrière l'Écosse et le Pays de Galles et l'Irlande, il y a évidemment la Catalogne espagnole, et pourquoi pas la Corse française. Vous voyez ce qui est en train de se passer là-bas en ce moment en Corse? Donc ne nous faisons pas d'illusions, si l'Union européenne se désagrège, ce seront les États-nations eux-mêmes qui seront en danger. Et comme disait François Mitterrand toujours, le nationalisme, c'est l'amour de l'Union européenne et c'est aussi la guerre. Voilà. Donc, pour rebondir sur l'Écosse, il est vrai que l'un des problèmes à laquelle la Grande-Bretagne sera obligée de faire face, c'est que si le 23 juin, on veut de quitter l'Union européenne, tout le monde s'en va, y compris l'Écosse. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y aura peut-être plus tard un autre référendum sur l'Écosse et ils vont voter de quitter le Royaume-Uni. Donc l'Écosse va vouloir revenir dans l'Union européenne. Mais il faut qu'ils fassent une nouvelle demande. Et c'est pas ça qu'ils vont être acceptés. Donc tout ça, ça va poser beaucoup de questions. Et moi, je pense honnêtement que les dirigeants européens, ils comprennent tout cela. Ils comprennent les enjeux. Ils savent que la construction européenne a été mal faite. Donc, ils ne veulent pas que les Britanniques s'en vont. Parce qu'ils savent que c'est déjà le début de la fin de l'Union européenne, donc on le connaît en ce moment, et donc c'est tout à fait dans leur intérêt, même s'ils doivent vendre des choses pour lesquelles ils ne sont pas très d'accord, ou accepter certains contrats sur lesquels ils ne veulent pas, juste pour avoir la Grande-Bretagne qui reste dedans. Alors pour terminer sur ce thème, ça va vous permettre de résumer votre pensée là-dessus. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, affirme que la crise existentielle que traverse l'Europe est aussi due à des dirigeants médiocres. Votre réaction là-dessus? Est-ce que c'est une réponse à ce qui est en train de se passer? Je pense que pour terminer sur ce thème. La suggestion de Cameron de passer à ce référendum est l'illustration. En fait, il est très européen en faisant ça. Parce que que font les dirigeants européens dans chaque pays? C'est juste, à un moment donné, utiliser l'Europe à des fins uniquement nationales. Parce qu'en réponse à cette interview de M. Davignon, Mario Monti avait dit « Moi, je ne demande pas un serment du jeu de paume. Je demande juste ce qu'il a appelé le serment du juste lips. C'est-à-dire qu'au moins, chaque chef de gouvernement qui entre au Conseil jure qu'il ne prendra aucune décision pendant cette réunion qui fera du mal à l'Europe. » Or, moment après moment, beaucoup de dirigeants européens ont pris des décisions qui font mal à l'Europe, ou en tout cas ont utilisé l'Europe, l'ont diabolisé, je n'aime pas Bruxelles. Mais c'est quelque chose d'inadmissible de la part de M. Cameron. Brice. C'est vrai qu'on n'est plus à l'époque des Helmut Kohl et des Mitterrand, il faut regarder les choses en face, et même des Margaret Thatcher. Mais enfin, je pense à Matteo Renzi, par exemple. Voilà un leader européen qui a du plomb, qui a du poids et qui fait des réformes. Il a dit, il y a 2 jours, dans une interview, il a dit l'Union européenne, c'est comme l'orchestre du Titanic. C'est-à-dire, ils continuent à jouer, ils ne se rendent pas compte que le bateau est en train de couler. Donc c'est vrai que les gens les plus avertis, les plus conscients, les plus lucides en Europe aujourd'hui disent on va vers le mur. Non, il y a incontestablement aujourd'hui une insuffisance dans la pédagogie à l'Europe qu'on constate dans les pays européens. Expliquer aux gens les enjeux européens et les convaincre. Il y a une solution de facilité que les gouvernements ont choisie et qui a été dite. Dès qu'il y a un problème qui est important, on dit non, c'est la faute à l'Union européenne, c'est la législation européenne qui ne le permet pas. C'est beaucoup trop facile pour les dirigeants de se soustraire de cette façon. Je crois qu'il y a une pédagogie auprès des opinions publiques qui fait qu'une insuffisance de la pédagogie des dirigeants qui font que les partis nationalistes en profitent pour mettre tout sur le compte de l'Europe, tout ce qui ne marche pas sur le compte de l'Europe. On dit toujours qu'on mérite les dirigeants qu'on a, parce que c'est évidemment les dirigeants qu'on élise nous-mêmes. Il est vrai que
l'Union européenne n'a pas eu beaucoup de chance ces derniers temps parce qu'on a quand même traversé une grave crise financière depuis 2008 et maintenant on est face à une énorme crise de migrants. Pour moi, la solution, c'est pas vraiment l'Union européenne, c'est qu'il faut qu'on trouve une solution à la guerre en Syrie, à tous les conflits du Moyen-Orient. Et je pense que le jour où tout cela soit réglé, qui n'était pas du tout pris en compte par les règles européennes quand ça a été créé, nous verrions peut-être un peu plus de soutien pour l'Union européenne. Mais c'est vrai que l'épreuve est rude et je pense que c'est la plus grande crise que l'Union européenne a eu à traverser. Et je rebondis sur ce que vous dites, puisque rappelons que le Brexit a occulté la question de la crise migratoire à ce Conseil européen, mais elle est au centre de la photo de l'année désignée par le World Press Photo cette semaine. Vous allez la voir, on y voit un homme tenter de faire passer un bébé à travers la frontière séparant la Hongrie de la Serbie. Photo prise dans la nuit du 28 août dernier. Un cliché du photographe australien Warren Richardson. Voilà pour ce thème. On part maintenant en Afrique, puisque la semaine électorale est très chargée sur le continent. Après l'Ouganda jeudi, le Niger élit son président et ses députés en ce moment même, au moment où nous parlons. Le Niger est le pays le moins développé au monde, selon le classement des Nations Unies, dernier de 188 pays. Record mondial de la croissance démographique avec un indice de fertilité de 7,6 enfants par femme. Près de la moitié de la population a moins de 15 ans. La jeunesse est un enjeu de ces élections. Le reportage de nos envoyés spéciaux de TV5 Monde, Simon Rodier, Julien Munzer. Premier accouchement du jour. Ne pousse pas. Et premier cas d'urgence pour Madina Yama. Tu ne peux pas avoir les premiers jumeaux qui sont coincés. Attends, Malène. La mère est arrivée très tard, il faut sortir des jumeaux par césarienne. Doucement. Le service de réanimation les attend. C'est une petite salle remplie de bébés. Dans un coin, les médecins sauvent les deux nouveau-nés. C'est bon. Après 2-3 minutes de réanimation, de ventilation, tout est rentré dans l'ordre. Presque un miracle. On n'a pas assez de matériel, juste un ballon pour ventiler les deux. L'équipe du professeur Nayama ne travaille pas, elle combat. Tous les jours pour trouver des places pour les mamans ou pour gérer des malaises. Cette jeune fille de 17 ans vient de perdre son bébé. Elle veut voir le nouveau-né. Vous l'accompagnez sous son lit, s'il vous plaît. Vous l'accompagnez. Au Niger, l'enfant est un don de vie, nous dit le médecin. Mais le taux de fécondité impressionnant, c'est du concret ici. Et cela l'inquiète. Il faut penser aussi à ce qu'on va laisser demain pour nos enfants. Éduquer les enfants après leur naissance, ce n'est pas facile. Payer la scolarité, ce n'est pas facile. Trouver un job, un travail pour tout le monde, ce sera encore difficile. Soigner tout ce peuple-là, après, dans 10 ans, 15 ans, ça va être difficile. La population nigérienne atteint presque 18 millions d'habitants et elle va au moins doubler dans les 20 prochaines années. Cela entraîne une pression accentuée sur les services de santé, mais aussi sur le système scolaire. Alors, Niger figure parmi les pays les plus vulnérables au monde en raison de sa situation sécuritaire, alimentaire et économique. Sédic, quelle est la priorité pour les Nigériens? Pas pour les politiques, qu'on les lie aujourd'hui, mais pour les Nigériens. Quelle est l'urgence? L'urgence pour les Nigériens, c'est d'accéder aux services essentiels de base, à savoir l'éducation, la santé, comme il a été dit, et pouvoir assurer la sécurité alimentaire. Parce que, comme vous savez, le Niger est un pays sahélien, où il pleut de moins en moins, alors que l'agriculture est essentiellement basée sur la pluviométrie. Or, il y a aujourd'hui donc une obligation de trouver une autre agriculture, une autre forme d'agriculture qui sera plus basée sur de l'eau irriguée, sur d'autres techniques. Et vous savez, aujourd'hui encore, au Niger, on continue à produire avec la houe et la daba, ça ne peut pas marcher. Donc, il y a tous ces déficits-là, tous ces enjeux-là, tous ces défis importants qui font que les Nigériens attendent qu'il y ait la stabilité politique. Et l'enjeu, un des enjeux de cette élection, c'est de continuer à assurer la stabilité politique. Oui. Parce que, comme vous savez, le Niger a connu 3 coups d'État. Depuis l'indépendance en 1960, 4 coups d'État, 7 républiques et 8 constitutions. Est-ce que la classe politique l'entend, justement, cette demande des Nigériens? Je ne suis pas persuadé que la classe politique et le même niveau de conscience que les Nigériens eux-mêmes, parce qu'il y a eu 3 coups d'État en 96, un coup d'État en 96, un coup d'État en 99 et un coup d'État en 2010, du fait du comportement de la classe politique qui n'a pas su assurer le fonctionnement régulier des institutions. À chaque fois qu'il y a eu ce coup d'État, c'est qu'il y a eu une crise politique. Les politiciens n'ont pas réussi, ils se sont investis dans leur chamaillerie plutôt que dans des questions essentielles de développement, et l'armée a pris prétexte sur cela pour prendre le pouvoir. Donc,
il y a un échec de la classe politique actuelle. Je pense qu'il vaudrait mieux, il vaudra mieux aller vers une émergence d'une nouvelle classe politique nigérienne, plus consciente des enjeux, plus consciente des urgences, qui est prête à s'investir notamment dans la satisfaction, qui est prête à relever ces défis-là plutôt que la classe politique que l'on a aujourd'hui. Et un des enjeux justement de cette élection d'aujourd'hui, de la présidentielle et de législative, c'est la stabilité du Niger et la poursuite de l'expérience démocratique récente. Alors, on va s'intéresser à Mahamadou Issoufou, à la tête du pays depuis 2011. Il brigue un second mandat face à 14 autres candidats. Le président sortant est dans une situation de possible alternance. Un coup KO, c'est ce slogan. Est-ce qu'il peut l'emporter au premier tour comme il l'espère? En tout cas, à partir d'éléments objectifs, à partir de l'expérience qu'on a, aujourd'hui, la première élection présidentielle a eu lieu en 1993 au Niger. Et depuis 1996 à ce jour, il n'y a jamais eu de victoire au premier tour. La seule victoire qu'il a eue au premier tour, c'était en 1996. Et là aussi, l'élection s'est passée dans des conditions irrégulières. Le président de l'époque, le général Baré Maïnassara, avait dissous la commission électorale et s'était autoproclamé. Les agrégats, les données de la sociologie électorale du pays n'ont pas changé véritablement. Il me semble que la répartition, l'éclatement de l'électorat, plus le fait qu'il y ait le président et 14 candidats, m'amène moi à penser qu'il y aurait nécessairement un deuxième tour. Si l'élection est Et dans ce cas-là, l'opposition promet de faire bloc. Ah, en ce cas, on verra. On verra. Moi, j'espère qu'il y aura un deuxième tour, parce que je crains que si le président est réélu dès le premier tour, l'opposition va automatiquement crier à la fraude électorale. Déjà, c'est le cas. Et, la question du vote par témoignage. Exactement. Et donc, qui nous vaut, si je ne me trompe pas, en disant que ça ouvre la porte à toutes les fraudes possibles. Et donc, on a déjà un candidat qui est assez favori, qui se trouve en prison. Donc, c'est vrai que je pense que c'est assez risqué si le président est réélu au premier tour, parce que on est dans une situation très fébrile au Niger. Et une autre chose, je pense qu'on n'a pas parlé, qui est très important, c'est la sécurité du pays. Parce qu'on a vu toujours dans le sud-est du pays, côté de la frontière avec le Nigeria, l'avancée de Boko Haram. Ça, c'est un enjeu majeur. Et un autre enjeu majeur, c'est l'emploi, pour trouver de l'emploi pour tous les gens qui ne travaillent pas. C'est ça que les gens ils veulent. Donc, très bien, le président peut revenir. Mais ce que je regrette toujours, c'est que quand on est dans une situation comme ça, où on a des rumeurs de fraude électorale, c'est la même chose au Ouganda aujourd'hui aussi. On voit ces personnes qui veulent revenir à tout prix au prendre le pouvoir, et ils deviennent en quelque sorte comme la personne qu'ils ont combattue avant de prendre le pouvoir. Ils deviennent de nouveau la personnage qu'ils ont combattu parce qu'eux, ils ont le pouvoir, et ça devient un droit pour la vie. Le Niger a le droit de se représenter pour son second mandat. Vous parliez de l'Ouganda, la situation est un petit peu différente. J'ai une question à laquelle, évidemment, je n'ai pas de réponse, qui est la question, est-ce que la démocratie doit s'adapter à cette situation africaine, parce qu'on voit qu'il y a autant de pays, autant de problèmes qui sont les mêmes. Et donc ça, c'est ma question. Est-ce qu'il y a un modèle alternatif entre, je vais dire, quelque part le Rwanda, Kagame, une espèce de dictateur qui est porté par une modernisation de son pays, qui est porté par une façon de gérer qui est plutôt reconnue, et donc avec une gestion démocratique un peu limitée, en tout cas qu'il a les choses bien en main et qu'il compte quand même aussi, lui, les conserver par ailleurs. Et de l'autre côté, la démocratie ouverte qui est bafouée à chaque fois, parce qu'on voit le Congo, nous, on a été très porté, évidemment, la Belgique aussi très impliquée aussi là-dedans, et par rapport à l'espoir on a défendu l'idée d'une démocratie, puis on voit que dès qu'elle est mise en place, elle est pervertie. Non, la difficulté n'est pas le modèle lui-même, la difficulté c'est les acteurs. Lorsque les acteurs jouent le jeu de la démocratie, on organise un scrutin, vous perdez, vous partez, on organise un scrutin, vous partez, vous venez. Il y a des pays africains où ça s'est passé. Quand on prend, c'est des petits pays, quand on prend le Cap-Vert aujourd'hui... Le Nigeria, même récemment, quand vous prenez le cas du Bénin, le président Kérékou a organisé des élections qu'il a perdues. Il a fait 5 ans, il est revenu, on a organisé des élections qu'il a gagnées et la démocratie s'est apaisée. La difficulté, c'est lorsque les gens qui sont en place
ne veulent pas respecter jusqu'au bout le jeu de la démocratie parce qu'ils pensent que si les règles de la démocratie sont respectées, ça peut leur desservir. Moi, plutôt c'est là la difficulté. C'est pas le modèle lui-même, la difficulté c'est les acteurs. Oui, c'est un peu comme ce qu'on a vu au Burundi avec Pierre Nkurunziza. C'est l'exemple suprême pour moi de quelqu'un qui s'accroche au pouvoir et qui revient, qui change la constitution pour revenir. Et maintenant, vous voyez l'état dans lequel est le pays. Absolument, il ne dirige aujourd'hui que son palais. Le reste du pays lui échappe quasiment. Pour revenir au Niger, vous parliez de la question sécuritaire, évidemment. Il y a la question de l'uranium aussi, et ça intéresse beaucoup la France. La France a des intérêts. Alors la France a beaucoup d'intérêts au Niger parce que, comme il disait, c'est un pays qui est menacé. Il a 3 frontières qui sont extrêmement dangereuses, la Libye, le Mali et le Nigeria, avec, vous le disiez, avec Boko Haram. Donc c'est pour nous, Français, un sujet de préoccupation. D'autant que c'est le pays de transit des migrations d'Afrique de l'Ouest, en fait. Et on essaye aujourd'hui de négocier dans le cadre des accords de Lomé, que le Niger essaye de bloquer ces migrations venues d'Afrique de l'Ouest qui passent systématiquement par chez lui. Donc il y a vraiment un problème de sécurité. Mais pour revenir à la question de la démocratie en Afrique, il y a 54 pays africains. Il y en a 3 qui sont des dictatures ouvertes. Il y en a 4 qui sont des États faillis où il n'y a plus d'État du tout. Vous en avez 34 qui sont ce qu'on appelle des démocratures, c'est-à-dire des mixtes entre un système pluripartisan, une presse plus ou moins libre ou pas du tout, et des élections plus ou moins truquées. Et vous avez 13 démocraties authentiques. Mais quand même, il faut voir que par rapport à la situation qui était celle d'il y a 20 ans, il y a un grand progrès de la démocratie en Afrique. Parce que vous avez un système pluripartisan qui s'est installé à peu près partout, à part les cas de dictature ouverte dont je parlais tout à l'heure, et vous avez une presse, et vous en êtes un vivant exemple, monsieur, vous avez une presse pluraliste, à la fois sur papier et sur le numérique. Car l'Afrique est très en avance, enfin très avancée sur la question de l'information numérique. Donc tout ça fait qu'avec une société civile très jeune et très vivante, les perspectives sont beaucoup plus positives aujourd'hui qu'elles ne l'étaient, mettons, au début des années 90. C'est dit que je vous laisse répondre et puis on avancera, on parlera de la RDC. C'est justement cela qui explique qu'aujourd'hui, il y a une difficulté à tricher les élections. Le fait qu'il y ait cette technologie et le fait qu'il y ait une jeunesse prête à se défendre. On a vu au Burkina Faso, c'est la jeunesse qui a porté le changement. C'est la société civile qui a porté le changement. C'est le rapport de force interne qui a été créé et de ce point de vue, qui a empêché le coup d'État, qui a imposé l'alternance à Blaise Compaoré. Et de ce point de vue, on ne peut qu'espérer des progrès de la démocratie en misant sur la jeunesse et sur la société civile. Mais il me semble important que le point qui a été soulevé, les enjeux de l'uranium. Vous savez que le Niger est 3e producteur de l'uranium et qu'il y a aujourd'hui une bataille portée par la société civile pour qu'il y ait une équité dans la relation entre la France et le Niger, entre la France et Areva plutôt, dans l'achat de l'uranium, ce qui n'a pas été toujours le cas. Et qui a été bloqué longtemps, le contrat. Et qui a été bloqué, le Niger n'a pas, le rapport entre Areva n'a pas été gagnant-gagnant. Une dernière chose sur le Niger que j'aimerais dire. Le Niger a le record du monde de mariage de filles à 15 ans. À 15 ans, 36% des filles sont mariées. Alors c'est une absurdité et ça pèse lourdement évidemment sur l'émancipation des femmes, leur accès à l'emploi, etc. et à la vie politique dans ce pays. Alors je sais bien que les Iraniens viennent de voter le droit du mariage des filles à 9 ans. Donc évidemment dans le domaine de la pédophilie institutionnalisée, tout est possible. Mais enfin, le Niger porte ce terrible record du nombre de filles mariées à 15 ans. Encore une fois, 36%, c'est épouvantable. Non, je crois qu'il y a un espoir à avoir sur ce point parce que la classe politique et les dirigeants ont commencé à en avoir conscience. Amadou Boubacar Cissé en particulier, qui fait campagne. Par exemple, on a parlé du record de fécondité, 7,9 enfants par femme. Pour qu'on puisse en arriver là, c'est parce que les filles se marient très tôt. Pour pouvoir faire 8 enfants, il faut se marier très tôt. Donc, il y a un effort qui va être fait, qui a commencé, pour empêcher justement que les filles se marient très tôt. Et une des meilleurs remèdes à cela, c'est de les scolariser. Quand elles vont à l'école, on ne peut pas les marier. Donc, je pense qu'il y a un progrès important à faire. Sinon, les progrès économiques vont être dilués dans la fécondité. C'est un défi pour le Niger. On a dit que le taux de la population va doubler. Il y a quelques années, il y avait 10 000 Nigériens. Aujourd'hui, on est 18 millions. Dans peu de temps, on sera 40 millions. Je pense qu'on ne pourra pas nourrir, on ne pourra pas scolariser cela. Difficulté exponentielle aussi. Alors, on précisera, puisque je le disais, la semaine électorale était chargée, on précisera que donc, sur le continent également voté en Ouganda cette semaine, c'est Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 30 ans, qui a été réélu pour un 5e mandat.
un scrutin frauduleux pour l'opposition qui rejette les résultats. Et puis en Centrafrique, Faustin Archange Touadéra est déclaré président avec près de 63% des suffrages. Son rival Anicet Georges de Loguélé reconnaît sa défaite. Alors on le disait, 16 présidentielles sont prévues sur le continent cette année, 16 présidentielles si le scrutin a bien lieu en fin d'année en République démocratique du Congo, car le président, qui n'a pas le droit de briguer un troisième mandat, est soupçonné de vouloir jouer la montre par un glissement du calendrier électoral. Alors mardi, l'opposition a appelé à une grève générale et à une opération ville morte pour augmenter la pression sur Joseph Kabila. Opération ville morte, plutôt réussie. Dès les premières heures, l'appel à la grève générale fait son effet. La capitale congolaise est sous anesthésie, avec une circulation anormalement fluide, guérie des embouteillages chroniques. Magasins et boutiques fermés, marchés aux étals vides, écoles désertées par les élèves. Ambiance de jour férié, mais le message est politique. Nous sommes dans un État soi-disant démocratique, mais il n'y a pas la démocratie au Congo. Je ne sais pas, les autorités prennent le pouvoir pour eux-mêmes. En réaction, les autorités congolaises interdisent toute manifestation et ordre a été donné aux fonctionnaires d'aller au travail sous peine de sanctions. Car à l'initiative de cette grève se trouve une coalition de partis d'opposition et d'organisations de la société civile. Tous craignent que le président Kabila, au pouvoir depuis 2001, ne brigue un troisième mandat, ce que lui interdit la Constitution. Cette journée ville morte, c'est un avertissement. C'est un référendum qui n'a pas dit son nom. Aujourd'hui, pas de casse, à part quelques arrestations à déplorer. Le peuple est resté à la maison, mais pas cloîtré dans la maison, devant les maisons, en train de voir finalement comment on défie le pouvoir. Le président Kabila achève son mandat en décembre, mais il pourrait bien jouer des prolongations dans le cadre d'un dialogue national qu'il appelle de ses vœux, une perspective inacceptable pour l'opposition. Alors, grève générale au président Joseph Kabila, massivement suivie dans la capitale, on vient de le voir. Globalement bien suivie à Bukavu dans l'Est, moyennement à Goma, sa ville jumelle. Elle ne l'a pas du tout été à Lubumbashi, la deuxième ville du pays. La journée ville morte a été saluée comme une victoire par les détracteurs du président Joseph Kabila. Est-ce le cas, Béatrice ? Je vais donner un petit témoignage complémentaire, c'est-à-dire que ma collègue Colette Brackman, donc, qui est la grande reporter du soir, mais qui est une grande spécialiste du Congo, était justement à Goma cette semaine. Elle était à un festival, le festival Amani, et elle est revenue avec des témoignages de jeunes, parce que vous parliez des jeunes là tout à l'heure, et qui se disent eux-mêmes génération Kabila, c'est-à-dire ils n'ont jamais connu que lui dans la progression qu'ils ont faite comme jeunes, et ils disent bon, écoute, ça va pas du tout, il peut pas être réélu puisque on n'a pas trouvé de travail, les promesses ne sont pas respectées, le système électoral reste perverti comme il l'était, et ils disent eux, finalement Kabila, Mobutu, il y a beaucoup de travers qui reviennent, et ils étaient très mobilisés par rapport à l'arrestation il y a 11 mois de Fred Boma, qui est tous ces mouvements un peu citoyens de la lucha. Et donc moi, ma question, vous avez un petit peu répondu tout à l'heure, mais j'ai envie de vous demander, est-ce qu'en fait, on dit les médias arrivent via Internet, mais est-ce que les jeunes ont cet outil qui a servi à l'époque de la Révolution arabe, c'est-à-dire est-ce qu'Internet, est-ce que la mode de communication permet de court-circuiter ce qui était généralement le cadenassage du pouvoir ? Oui, je vais répondre en même temps à la question. Ce qui se passe au Congo illustre jusqu'à la caricature ce dont on vient de parler, c'est-à-dire des dirigeants qui ne veulent pas respecter les règles du jeu. Si ils s'en étaient tenus aux règles du jeu, le président Kabila aurait compris que c'est la fin de son mandat, il aurait instruit son gouvernement pour commencer à préparer les élections, pour préparer l'alternance. Mais on n'est pas dans tout ça. On est dans la mauvaise foi, on n'affiche pas de calendrier, on ne sait pas si, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas si le président Kabila est candidat ou non. On n'a pas entendu là-dessus. Il entretient l'ambiguïté et justement... Est-ce que ça veut dire qu'il est dans l'impasse aussi ? C'est une ambiguïté ou c'est une impasse ? C'est une impasse, c'est une volonté, en tout cas, il y a une absence de clarté totale qui conduit aujourd'hui à penser qu'il a l'intention de se présenter et qui entretient la tension qui a une conséquence sur le développement de son pays. Et juste le cas des jeunes, aujourd'hui, il se trouve qu'il y a les réseaux sociaux. Beaucoup de jeunes sont dans les réseaux sociaux. Ça leur permet d'éviter la censure officielle. Il ne sert à rien d'aller fermer la télévision d'État ou d'aller fermer un groupe de presse parce que les jeunes ont les réseaux sociaux sur Internet, sur le téléphone mobile. Ils ont des moyens de communication qui leur permettent d'échapper
qui leur permettent aussi d'organiser la mobilisation. Et je crois que c'est de cela, c'est de cette façon que les rapports de force vont se construire à l'intérieur des pays africains et que la démocratie va avancer. L'antenne de RFI a été bloquée cette On semaine. a eu plusieurs fois d'ailleurs. On a eu C'est pas la première fois. de problèmes selon ce qu'on raconte à l'antenne de RFI là-bas, et c'est facile pour les autorités d'intervenir pour mettre fin à nos émissions. C'est pas uniquement en RDC que ça s'est passé aussi. Ce que je crains moi, c'est que je vois la situation à Kinshasa comme le personnage de Kabila qui devient le personnage clé, comme s'il est patron du pays, le pays lui appartient, et quoi qu'il arrive, il ne rendra jamais le pouvoir. C'est la mobutisation, si vous voulez, de Kabila, et sans aucune vision de la situation après. Si je reste, qu'est-ce qui va devenir le pays? Si je reste, qu'est-ce que ça va provoquer parmi les jeunes? Si je reste, qu'est-ce que ça peut provoquer sur notre image sur le plan international? Je m'en fous, c'est mon pays, je reste au pouvoir, et après moi le déluge. Et c'est ça, malheureusement, qu'on voit assez souvent dans des pays africains ces derniers temps, avec ces changements de constitution, pour permettre à ces dirigeants, qui sont là depuis très longtemps, de rester au pouvoir. Mais est-ce que là, par exemple, dans le cas de la RDC, la réponse peut venir de la société civile? Est-ce que la société civile, c'est une réponse? Quand vous êtes dans un système où il y a une espèce d'État-parti, comme ce que Kabila a instauré quand même finalement, progressivement, c'est-à-dire que le parti et l'État sont confondus, ça devient très difficile de laisser vivre la société civile à côté. C'est pas le seul cas où il y a un président qui veut un troisième mandat et qui est obligé de truquer finalement la Constitution pour arriver à se maintenir. Mais ça pose vraiment un problème de voir des dirigeants vieillissants face à des populations jeunes et dont on voit bien qu'elles sont mécontentes de la gestion et qui n'ont pas d'autres moyens finalement que la violence si le président en question truque les institutions pour se présenter une troisième fois, truque les élections le cas échéant pour se faire réélire, ça va créer des problèmes sévères. Vous avez un autre registre, juste une parenthèse, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Robert Mugabe qui a quand même 92 ans, qui est toujours président du Zimbabwe et qui va peut-être briller un nouveau mandat, mais je dis dans quel monde vivons-nous? Bon, on ne va pas conclure là-dessus. Je vais vous demander, Cédric, de regarder dans votre boule de cristal. Dites-nous comment vous voyez les choses en RDC. Est-ce que les Congolais vont aller aux urnes avant la fin de l'année, ou est-ce que le calendrier électoral a vraiment trop glissé et puis ça sera je pense qu'on va vers un glissement volontaire de la part du pouvoir. Si le président Kabila n'avait pas l'intention de se présenter, il aurait levé le doute. Cette ambiguïté-là, c'est une volonté de se maintenir au pouvoir, comme d'autres chefs d'État qui ont ouvertement modifié la Constitution. Le président Sassou Nguesso a modifié la Constitution, il va se présenter. Le président Biya va vouloir se représenter. Donc, il y a cette situation. Mais moi, comme j'ai dit, j'ai une petite lueur d'espoir. C'est justement ce qui s'est passé au Burkina. Cette alliance nouvelle, ce rapport de force que les populations peuvent réussir à créer en faisant des alliances entre la société civile et les partis politiques pour faire avancer la démocratie. Pas pour porter des partis au pouvoir, mais pour faire avancer la démocratie, pour obtenir le respect des règles. Et l'exemple du Burkina prouve que le rapport de force interne, quand on le construit, la communauté internationale On va rester sur cette lueur d'espoir. Je rappelle quand même que la présidentielle est fixée au 27 novembre prochain en République démocratique du Congo. On verra bien ce qui se passera. Je vous propose qu'on s'intéresse maintenant à tout à fait autre chose. L'an dernier, rappelez-vous, le groupe État islamique s'en était pris à l'explosif à Palmyre en Syrie, l'un des plus importants sites archéologiques pré-islamiques au Proche-Orient. La communauté internationale s'était alors émue du sort réservé au patrimoine humanitaire, culturel, mondial en cas d'attaque terroriste. Alors voici la réponse des casques bleus de la culture présentée cette semaine par la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova. Je crois vraiment qu'aujourd'hui, nous ouvrons un nouveau chapitre, une nouvelle manière de concevoir l'héritage. L'héritage, ce n'est pas seulement la beauté des monuments anciens. L'héritage, c'est ce que l'on est. L'héritage, c'est notre identité. L'héritage, c'est notre diversité. L'héritage, c'est le dialogue entre des cultures différentes et c'est pourquoi les extrémistes ont peur de l'histoire. Ils détruisent parce qu'ils ne veulent pas de cet héritage. Ils sont discrédités par l'histoire et c'est bien ici que repose notre responsabilité. La responsabilité de l'UNESCO. Et je crois aussi la responsabilité de l'Italie, qui met à disposition toutes ses forces aujourd'hui pour lutter contre cette vision d'humanité.
Alors, les extrémistes du groupe État islamique prônent la suppression de toute trace de civilisation antérieure au temps de Mahomet. Il y a un an, la communauté internationale scientifique était interloquée par le saccage de Palmyre en Syrie, dans la lignée des destructions en Irak, au musée de Mossoul, dans les cités antiques de Ninive, Nimroud, Atra, dans les frontières correspondant en fait à l'ancienne Mésopotamie. Est-ce qu'un nettoyage culturel est en cours au Proche-Orient, Brice ? Eh oui, on a affaire à des nihilistes, à des gens qui considèrent que toute œuvre d'art antérieure à l'arrivée de leur propre civilisation est scandaleuse et témoigne du pire athéisme, enfin polythéisme, pardon. C'est donc un fan de nihilisme culturel qu'on avait déjà vu avec les grands bouddhas géants de Bamiyan, qu'on a vu effectivement au musée de Mossoul. Donc des gens qui s'en prennent aux œuvres d'art parce qu'elles témoignent de ce qui les dérange. Donc il est vraiment temps, effectivement, que ce terrorisme culturel, qui, ne l'oublions pas, sert également à financer les réseaux terroristes, parce que ces œuvres d'art, elles sont détruites d'une part, mais elles sont aussi revendues sur le marché parallèle de l'archéologie. Et c'est un véritable scandale. Pour le terrorisme, ça permet de se financer. Donc il est vraiment temps qu'on essaie de sauver quelque chose. Maintenant, que pouvons-nous réellement ? On ne va pas démonter Palmyre en pleine guerre pour essayer d'en sauver des monuments. Mais c'est très intéressant qu'il soit attaqué à Palmyre, parce que Palmyre, c'est précisément le symbole de cette convergence entre la civilisation antique romaine et les civilisations assyriennes orientales. Donc pour nous qui pensons que toutes les cultures se valent dans la mesure où elles nous laissent des témoignages de leur histoire aussi flamboyants que Palmyre, pour nous c'est un crève-cœur de voir que des gens détestent ce qui est en fait le symbole même du métissage culturel. Béatrice. J'ai envie de dire que on se demande où on va trouver l'argent, la capacité de mettre ces casques bleus pour des œuvres d'art, aussi importantes soient-elles. Donc il y a un vrai problème de faisabilité. Mais j'ai envie de dire aussi, nous renvoyer la balle, j'aime bien l'idée qu'en tout cas on affirme l'idée que c'est très important de conserver ces œuvres et que l'œuvre d'art possède, ou l'œuvre d'art ou le témoignage d'une civilisation, est plus que juste joli et visitable. C'est quelque chose d'essentiel dans pour construire les êtres humains. Et donc, mais nous ne l'appliquerons pas à nous-mêmes, parce que j'ai envie de dire, mettons des casques bleus chez nous. Parce que quand on regarde aujourd'hui les gouvernements qui sont confrontés à des coupes, les coupes sur la culture sont généralement celles qui sont les plus drastiques et celles dont on essaie de dire, bon, pendant qu'on n'a plus le temps de s'amuser, on va un peu couper dans la culture, on va se concentrer sur l'essentiel. En Belgique aujourd'hui, on a cette image folle des musées bruxellois où on a des Rubens avec des seaux d'eau pour récolter l'eau qui tombe des toits. On n'a pas restauré des toitures qui accueillent des collections précolombiennes inestimables, des collections de porcelaine chinoise inestimables, des collections d'œuvres de maîtres flamands inestimables. Et donc j'ai envie de dire qu'il y a une vraie pédagogie à faire, en tout cas une restauration dans l'esprit de nos dirigeants occidentaux sur la nécessité de la culture, de la protéger dans les musées aussi chez nous, mais aussi dans les écoles. C'est-à-dire que c'est un enseignement et c'est une valeur qui est plus que de la distraction, ce que pour beaucoup de nos dirigeants, souvent qui ignorent le fait culturel, ne se battent pas pour lui, ni financièrement, ni politiquement. Est-ce que la culture est une arme de construction massive ? C'est surtout une arme de chantage, ça c'est certain. Il n'y a personne, je pense, qui ne peut ne pas être contre l'idée d'avoir des casques bleus de la culture. Parce qu'on a tous été. Il y a quand même des personnes qui vous diront qu'en situation de guerre, il faut sauver d'abord les vies. Oui, humaines, évidemment. Et ensuite Mais les pierres. je me pose la question suivante. Comment faire quand, par exemple, on est face à un Palmyre qui est déserté par tout le monde parce que l'État islamique vient? C'est pas les peu de casques bleus de la culture qui vont arriver sur place, qui vont empêcher malheureusement l'État islamique de s'installer sur place pour tout détruire. L'idée est très noble. Mais je me pose la question sur l'efficacité d'une telle démarche. Même les Bouddhas de Bamiyan, on avait proposé qu'on les démantèle avant qu'ils soient détruits, et ça a été non par les talibans. Donc, l'idée est là. Je pense qu'il y a beaucoup de protection à faire sur beaucoup de monuments autour du monde qui sont en péril, qui ne sont pas à la merci de l'État islamique. Mais l'idée est bonne, c'est peut-être un premier pas dans la bonne direction, mais je crains que ça soit trop limité pour avoir un vrai effet. Non, c'est tout à fait exact. L'idée est bonne, mais il ne faut pas, sur un plan symbolique, c'est tout à fait important, mais il ne faut pas compter sur ces gens qui détruisent ces monuments culturels pour les protéger. Ces gens n'ont pas de respect pour les vies humaines, a fortiori pour des éléments de la culture. Pour eux, tuer des hommes n'est pas, on a vu avec les attentats, etc. Oui, il faut mieux détruire l'État islamique pour sauvegarder le patrimoine architectural que d'envoyer des casques bleus. On a vu en 2013, lors de l'occupation du Nord-Mali, ce qui s'est passé. La destruction des mausolées, la destruction des manuscrits pré-islamiques
que les gens ont réussi à sauver en les amenant à Bamako clandestinement, etc. Donc, ces gens-là n'ont aucune considération pour ce fait. Et je voudrais quand même terminer en insistant sur ce qui a été dit. Il y a souvent une méprise lorsqu'on parle de la culture. Dans l'esprit des gouvernements, on considère que c'est pas rentable, que c'est moins rentable. Or, on voit que les industries culturelles sont des niches de création d'emplois, sont des niches de revenus. C'est pour cette raison, et dans le contexte international d'incompréhension où on est, la culture est quelque chose de très très important pour qu'il y ait de l'intercompréhension entre les civilisations. Moi, je voudrais insister sur le fait que la guerre civile qui a lieu en Syrie aujourd'hui, qui a tué 250 000 personnes et qui est une des pires calamités du XXIe siècle commençant, dont nos descendants nous rendront responsables parce que nous n'avons pas été capables de l'empêcher, est aussi la source de destruction épouvantable, car ce pays contenait quelques-uns des trésors de l'humanité, de plusieurs civilisations. Du reste, ça va du Krach des Chevaliers que nos ancêtres ont construit là-bas jusqu'à un certain nombre de mosquées magnifiques qui datent du XVIe siècle, qui sont aujourd'hui totalement en ruine. C'est un crève-cœur de penser que... alors évidemment, on a l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale où là aussi il y a eu des destructions épouvantables. Le fait que les nazis ont fait sauter intégralement Varsovie pour la rayer de la carte, y compris le palais royal et la cathédrale. Que nous-mêmes, avec les anglo-saxons, nous avons détruit un certain nombre de trésors en Allemagne au cours de bombardements. Mais on pensait que c'était fini, ce genre de sauvagerie. On pensait que l'humanité était guérie de cette façon de s'en prendre aux pierres. Eh bien non, ça continue. Alors pour terminer sur une petite note d'espoir, en fait, la culture, quand on dit armes de construction massive, on a un exemple en Belgique à une petite échelle, parce qu'évidemment on tricote des petits points, mais donc il y a, au moment où on ne savait plus, les professeurs ne savaient plus comment répondre aux jeunes élèves dans les écoles après Charlie Hebdo et certainement encore plus après le Bataclan. Les journalistes eux-mêmes ne savaient pas très bien comment interroger les jeunes, en tout cas parfois ne pouvaient même plus se présenter devant eux parce que les médias étaient fortement diabolisés. Donc il y a une pièce qui s'appelle Djihad qui a été créée par 3 jeunes Belges mais d'origine maghrébine et de confession musulmane et qui ont décidé de raconter un peu à partir de cette pièce le djihad, comment eux se sont retrouvés dans un parc à Bruxelles en se posant la question en disant est-ce qu'on y va, on n'y va pas, projetant ce trajet-là. Et donc cette pièce a été donnée d'abord dans des petits endroits locaux dans leur quartier. Elle a finalement été déclarée d'utilité publique par la ministre de l'Enseignement, qui est aussi, c'est une bonne chance, la ministre de la Culture. Et cette pièce a été vue par plus de 40 000 élèves, mais fait le tour de toute la Belgique. Ça a été vu aussi par des jeunes, des vieux. Les journalistes vont après discuter avec les gens sur la scène, se font interpeller. Donc c'est un lieu de discussion assez remarquable. Et Ismaël Saïdi, qui a fait cette pièce, raconte qu'il y avait une petite dame qui habite Namur, une ville éloignée de Bruxelles, et qui avait jamais peut-être vu un musulman de tout près, lui a dit écoutez, j'ai peur des musulmans, mais en vous écoutant, j'ai envie de venir voir cette pièce, que j'ai l'impression que je comprendrai mieux. Alors ça a l'air naïf, mais ils ont plus de 40 000 à l'avoir fait en Belgique. Si je vous résume, la culture, ce ne sont pas que de vieilles pierres, la culture c'est important. Ah non, je pense vraiment qu'aujourd'hui c'est un des outils rares dont on dispose dans nos sociétés pour faire se rencontrer les gens. Et je vous propose une conclusion qui ne sera pas la nôtre, on va la donner, on va la rendre à Aimé Césaire pour cette citation du poète antillais. Je pense qu'il y a matière à réflexion. La culture, c'est ce qui rend la vie vivable et la mort affrontable. Voilà pour ce thème. Je vous propose qu'on termine comme chaque semaine avec la semaine de dilemme, une note d'humour sur l'actualité. Un coup de poker pour Bachar al-Assad qui mise tout. On parlait de la Syrie. Le président contesté dans une interview cette semaine veut être celui qui aura sauvé la Syrie d'ici 10 ans. Un cessez-le-feu aurait dû intervenir vendredi. Ce dimanche, les États-Unis annoncent un accord provisoire avec la Russie. Volet indirect de ce conflit syrien, la capitale turque frappée par un attentat attribué par le pouvoir au principal parti kurde en Syrie. La Syrie qui risque de provoquer une guerre entre la Russie et la Turquie, une guerre indirecte. Là aussi, nous dit-on. Le Brexit, on en parlait en début d'émission. Les Britanniques face à la jungle européenne. C'est une référence bien sûr à Calais, où se trouvent regroupés des migrants dans l'attente de passer en Angleterre, et où pourrait se trouver la nouvelle frontière européenne si Brexit il y avait. C'est une bataille politique, ce Brexit, dans une Union européenne, symbole de paix retrouvée. On ne l'a pas rappelé, mais l'Union européenne est née après la guerre, alors qu'il y a 100 ans commençait la boucherie de Verdun, bataille emblématique de la Première Guerre mondiale, celle-là. Et puis enfin, c'était une phrase choc cette semaine, une soutane blanche qualifiée de djellaba pour raconter cette petite pique du pape contre Donald Trump. Et voici ici la riposte imaginaire de Donald Trump à l'accusation du pape sur sa qualité de chrétien. Il veut construire des murs au lieu de jeter des ponts. Voilà ce que disait François sur Donald Trump.
Et c'est la fin de ce numéro de Kiosque. Merci infiniment à vous quatre d'être venus débattre de l'actualité. À très bientôt. Passez un très bon dimanche. Merci à vous qui nous suivez aux quatre coins de la planète fidèlement, comme tous les dimanches. Vous pouvez nous retrouver d'ici à dimanche prochain sur Facebook, sur Twitter. Et je vous souhaite de passer évidemment une excellente semaine. À dimanche prochain.